Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Benoît Hamon de l'ONG Singa pour parler de pourquoi la migration est une chance et comment créer une société inclusive. Bonjour Benoît. Bonjour, ravi d'être avec toi Pierre. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, d'habitude, je présente l'invité en 10 secondes, mais toi, ton CV est un peu plus long. Donc, en accéléré, tu as été député européen, porte-parole du PS. Ce qui nous intéresse, c'est ministre de l'économie sociale et solidaire, puis de l'éducation nationale. Candidat du PS à la présidentielle en 2017, où déjà, tu as porté notamment des thèmes de revenus universels et de visa humanitaire pour les réfugiés. Et en 2021, tu te retires de la vie politique nationale et deviens directeur de l'ONG Singa, qui favorise l'inclusion des personnes migrantes qui arrivent en France. Alors, avant de discuter en toute détente sur Singa, je te propose de lancer l'épisode par une série de questions mitraillettes sur ta reconversion pour se mettre dans le bain. D'accord. Il n'y a pas de questions pièges. Hein. Non, mais tu peux, hein. Moi, ça me fait marrer les questions pièges. Oui, toi, t'as l'habitude. Non, mais au moins, ça t'emmène dans des zones de... Tu sors ta zone de confort, c'est là où tu peux... Ouais. Ça peut être marrant. Ouais, oui, vas-y. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. Allez, go. C'est parti. C'est quoi un de tes plats préférés ? Le farce buen, je l'ai dit. Alors, le farce buen, je vais dire pourquoi. C'est pas mon plat préféré, mais c'est un plat familial et ethnique en quelque sorte, puisque c'est le petit phare en breton. Ah, ok, ça faisait un peu cuisine du monde. Ouais, non, pas exactement. C'est une sorte de grosse crêpe que tu coupes en plein de petits morceaux. C'est très simple. C'est une nourriture de pauvre en fait. Au point de départ, c'est de la farine, du beurre, des œufs, du lait. Okay. Bon, voilà. Et donc, tu rajoutes du sucre dessus. Et voilà. Et puis comme de génération en génération, on en fait, que j'en ai fait à mes filles, on va dire c'est un plat familial. Ouais. Ok. Ton meilleur souvenir de ministre de l'ESS ? Le moment où on a fait la loi ESS, parce qu'elle était tellement attendue, que c'est une loi référence, voilà, surtout qui a permis de développer une certaine vision de l'économie qu'on a réussi à exporter, puisqu'elle a servi de modèle à plusieurs lois dans le monde. Ouais. D'accord, ok. Qui a accéléré le développement de l'ESS. Voilà. La petite a vécu 4 ans au Sénégal. Est-ce que ton intérêt pour les questions de migration, il vient de là ? Forcément un peu. C'est un élément de mon identité, comme chacun d'entre nous, qui est constitué de différentes couches de sédiments. Et la question, c'est de faire dialoguer ces morceaux d'identité. Et c'est d'ailleurs une belle leçon à un moment où les responsables politiques veulent fixer l'identité des nations dans un élément. Mais si tu prends la France, comme toi ou moi, on est constitué d'une série de sédiments et ces couches-là ne peuvent pas nous définir. Ou seulement, c'est un bout de nous-mêmes. Et voilà. Et donc le Sénégal a forcément joué un rôle important. En tout cas, dans ma vision des sociétés multiculturelles, interculturelles, je pense. C'est quoi le truc qui te manque le moins de ta vie de ministre ? Les agendas que tu maîtrises pas. C'est-à-dire quand tu es plus porté par ton agenda que le contraire. C'est-à-dire quand tu fabriques pas ta journée, mais que c'est ta journée qui décide où tu vas. Et ça, c'est honnêtement, ça n'a jamais été mon kiff. Ouais. Est-ce que ça te manque d'avoir un chauffeur privé ? Absolument pas. Non, même si tu te rends compte des gars sympas qui font ce métier-là et qui sont des fonctionnaires, qui le font avec dévouement, professionnalisme. Mais alors moi, pas du tout. D'abord, j'ai jamais été bagnole, et 2, je suis encore moins arrière des bagnoles. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à toi que le burn-out a été reconnu comme maladie professionnelle ? Il n'est pas reconnu, vraiment. Ah ouais ? Non. En fait, c'est considéré. En fait, pour faire vite, oui, je m'y suis penché parce que j'ai été saisi par plusieurs personnes de ce qu'en français on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. C'est en gros le moment où tu t'effondres en lien avec ton travail. Quand on peut attribuer à ton travail le fait de te détruire psychologiquement au point que tu tombes souvent en dépression. Et avec la dépression, tu peux déclencher toutes sortes d'autres maladies. Le problème, c'est qu'en France, pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue, il faut que les partenaires sociaux l'inscrivent dans un tableau des maladies professionnelles. Or, le MEDEF en tête, le patronat a toujours résisté au fait qu'on inscrive le syndrome d'épuisement professionnel, donc la dépression que tu vas faire, dans ce tableau-là, considérant
que c'était une maladie multifactorielle. En clair, pour faire vite, que tu allais peut-être être en dépression parce que tu avais un manager totalement tyrannique, mais aussi parce que tu divorçais, par exemple. Et du coup, c'était quoi l'avancée que vous aviez obtenue? On a obtenu des éléments pour qu'en gros, faciliter sa reconnaissance en contournant le tableau des maladies professionnelles. Mais honnêtement, aujourd'hui, dans la prise en compte par les entreprises, par les citoyens de ce lien entre la dépression et le travail, on a progressé. Mais dans la reconnaissance de la maladie en tant que telle et sa prise en charge par l'assurance maladie, par la sécurité sociale, il y a encore énormément de progrès à faire. Ouais. D'accord, ok. Quand un ministre rejoint ensuite une multinationale ou une ONG, est-ce que c'est un indice sur ses valeurs? Castaner chez Shine, ça dit beaucoup de ce qu'il est. J'espère que pour ceux qui ont fait un autre choix, qui est celui d'aller dans les organisations non-profit, en tout cas non lucratives, ouais, ça dit autre chose. Mais ce qui est hallucinant, c'est que quand tu vois Castaner qui va chez Shine et qui t'explique que c'est pour le bien, quoi. Oui, c'est une immense foutage de gueule. C'est juste pour prendre un bon gros salaire et faire du lobbying pour permettre à sa boîte de continuer à s'enrichir. Et voilà, donc c'est bon, voilà. Oui, parce qu'ils ont peur de la loi anti-fast fashion. Exactement. Et pour finir, c'est Singa qui t'a proposé le job ou t'as postulé J'ai postulé. Trop bien. J'ai été informé. En fait, je cherchais à travailler dans une ONG et j'avais sollicité des gens qui sont formidables. C'est un cabinet qui s'appelle l'Orientation Durable, qui est vraiment dédié au recrutement dans le champ du non lucratif, de l'ESS. Ok. Et je leur avais dit si ça m'intéresserait, j'aimerais bien trouver un poste d'animation de direction dans une ONG. Et en fait, ils n'avaient pas du tout Singa en client, mais ils savaient que Alice Barbe allait quitter Singa. Ils m'ont dit tiens, regarde là-bas, peut-être que. Et puis j'ai fait coucou, bonjour, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit ça m'intéresse. Alice, qui est une des cofondatrices, qui était une des toutes premières interviews sur la chaîne YouTube. Voilà, tu vois. Et donc et après plusieurs entretiens. Et je vois une de celles avec qui j'ai passé un entretien qui est en face de moi, là, qui me regarde avec des grands yeux. Parce que chez Singa, tu passes des entretiens avec le président, avec la direction sortante, avec les salariés avec lesquels tu vas bosser. Ça rigole pas du tout. Trop bien. Et donc, à la fin, ils m'ont pris. Voilà. Parce que eux, ils devaient se dire, ok, est-ce qu'il est là juste pour exactement un coup de com ou exactement. Est-ce qu'il est là pour 6 mois, est-ce qu'il va pas faire 3 fois plus de politique que d'ONG? Ouais. Et en fait, tu peux pas mentir non plus complètement parce que tu peux pas arriver. Si j'avais dit, non, j'y aura pas de politique du tout. Le problème, c'est que la politique, si t'as beau fermer toi toutes les écoutilles. Les autres, ils ont pas fermé. Donc les gens, ils te demandent des choses. Si je vais faire une émission de radio avec, par exemple, avec la directrice de la com de Singa Global, c'est celle qui est en face de moi, elle va savoir de quoi je parle. Elle surveille pas notre podcast, je le dis juste parce qu'elle bosse en face de moi. Mais en fait, on a des émissions où je vais être sur la question des migrations et on va en parler là. Mais évidemment, tu peux pas empêcher des journalistes, c'est leur métier, de te dire oui, dans l'actualité, la gauche ceci, puis vous avez vu, Emmanuel Macron a fait ça, et évidemment, tu vas avoir une partie de ma parole qui va continuer même si je vais prendre des distances, je serai moins clivant que je pouvais l'être avant, ou parfois moins saignant. Mais c'est une de tes couches de sédiments. Voilà, exactement. Et tout l'enjeu pour nous, c'était quand même que cette parole à mon Singa soit une parole qui fasse avancer la cause de Singa, rallie des partenaires nouveaux, et c'est là où Singa a pris un vrai risque, parce que aussi, et je les remercie de m'avoir fait confiance, c'était est-ce que Hamon va pas nous colorer Singa plus que Singa colorera Hamon, tu vois. Et donc après, on a trouvé un bon équilibre, je crois. Voilà. Et puis, je suis très heureux chez Singa. Oui, ça a l'air d'être un bon match. Mais rapidement, du coup, pourquoi t'as quitté la vie politique et comment tu t'es dit, ok, en fait, j'ai envie de bosser dans une ONG? Parce que à ce moment-là, j'étais arrivé au fort. Comme beaucoup, tu vois, au bout d'un chapitre d'une histoire
c'est pas dit qu'elles reprennent pas un jour, mais parce que si éviter de faire ce que 15 000 politiques ont fait en disant la main sur le cœur, c'est fini, plus jamais, et puis qui 15 jours plus tard disent le contraire. Donc moi j'ai dit je sais pas, peut-être que je me réengagerai dans le champ partisan un jour, mais là j'étais arrivé. Ça reste des sujets très politiques aussi, donc. Ouais, exactement. Donc ça c'est pour ça que j'ai pas totalement décroché j'ai pas décroché du tout de l'engagement, mais j'étais arrivé au bout de ce que je considérais mon utilité. J'avais l'impression que si c'était pour être une voix parmi d'autres dans le vacarme de la politique, cette sorte de tumulte à coup de tweets et contre-tweets, mais dans lesquels tu peines à retrouver la clarté des objectifs, et puis tu peines parfois à retrouver le sens de tout ça, le pourquoi t'es là. Et ben j'étais arrivé au bout de ça, et j'ai des amis en politique que ça a beaucoup troublé ma décision, beaucoup déçu aussi d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, parce que tu sais il y a toujours le mythe en politique du caractère infaillible. Donc tu dois tenir quoi qu'il se passe. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir moi déserté, tu vois. Mais j'ai pas tenu la position, tu vois, sur ton bout de colline sur lequel poussent 3 herbes et 2 plantes et quand même elle est tout petite, etc. Bon voilà. Et j'ai essayé de faire autre chose. Mais bon, donc ça crée forcément de la déception. La Ve République et la France, elle valorise beaucoup. Pour ça que justement les trajectoires personnelles, quoi. Il y a un vrai caractère monarchique là, au fonctionnement de la Ve République. Et tu vois Macron qui surjoue les bonhommes. Aujourd'hui, tu t'as qu'à voir tous les impétrants au présidentiel. Retailleau, ça en a à pleurer de rire tellement il joue les bonhommes. Darmanin. J'ai l'impression que les mecs n'ont pas assez joué aux petits soldats, aux flics et aux voleurs quand ils étaient petits, parce que voilà, donc voilà, et donc voilà, j'ai fait un pas de côté et ça a pu en décevoir quelques-uns. Ok. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet sur Singa, donc c'est une ONG qui veut créer une société plus inclusive où on prend conscience que la migration c'est une richesse en créant du lien avec les nouveaux arrivants plutôt que des murs. D'ailleurs, Singa se dit un lien en lingala au Congo. Et concrètement, donc vous accélérez l'inclusion des nouveaux arrivants de plein de manières, en les aidant à entreprendre avec 8 incubateurs, je crois, en organisant des activités entre locaux et migrants. Donc ça peut être un match de foot, un repas, un cinoche, du mentorat, juste discuter, etc. Et par de l'hébergement citoyen avec votre programme Comme à la maison, le Airbnb des migrants, on l'appelle, c'était ça l'épisode avec Alice, où vous accompagnez les gens qui ont une chambre de libre chez eux, prêts à héberger pendant quelques mois une personne réfugiée, le temps qu'elle apprenne le français, ou de trouver un job ou un logement par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu aujourd'hui de l'impact que vous avez? Je crois que vous avez publié des statistiques et l'impact qu'a ce genre d'action autant sur les nouveaux arrivants que sur les locaux. Oui, bien sûr. Je vais prendre les 3 métiers qu'on fait et te donner quelques notions d'impact. Alors pour nous, en fait, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. Là, je vais te donner à la fois des résultats et des notions d'impact. Pourquoi je dis résultats et impact? Parce que pour nous, en fait, l'impact qu'on vise, il est plus systémique. Le vrai impact, c'est pas de créer 12 entreprises par des réfugiés, c'est de changer la représentation qu'ont les sociétés d'accueil de la migration, et qui est une représentation principalement négative. C'est qu'à travers les preuves que nous collectons et que nous valorisons, donc que nous montrons que l'inclusion, ça marche, ça rend des services, et ben que la société se transforme. Échec total, honnêtement. Aujourd'hui, vu le contexte, tu vas me dire, mais évidemment, nous, tout le travail des ONG comme les nôtres, elle est dans un contexte de plus en plus difficile d'ailleurs, d'être capable de bouger, d'être en mouvement, de s'adapter pour continuer à faire notre travail et ne pas désespérer que ces résultats auront l'impact systémique que l'on vise. Et voilà. Et donc on pourrait en reparler si tu veux. Alors les 3 métiers, le premier l'entrepreneuriat. Il y a 3 effets Singa sur l'entrepreneuriat. On a donc plusieurs pré-incubateurs, incubateurs, accélérateurs dans 7 pays dans le monde, dont dans 8 villes françaises. Et les 3 effets, le premier, c'est que des personnes réfugiées nouvelles arrivantes créent des entreprises, donc des emplois, de la richesse. Voilà, il y a
Premier effet classique. Deuxième effet qui est très intéressant, c'est que souvent, les projets entrepreneuriaux des personnes réfugiées naissent de l'observation d'une lacune dans la société d'accueil. Un problème d'accès à l'éducation, un problème d'accès à la langue, un problème des difficultés d'inclusion, et ces projets ont une forte utilité sociale parce qu'ils cherchent à réparer des défauts de nos sociétés. Donc c'est le deuxième effet Singa, c'est que chaque promotion Singa, il y aura bien sûr des restaurants, il y aura de la tech, il y aura plein de choses, mais il y a souvent une utilité sociale dans plusieurs projets entrepreneuriaux. Et comme eux, ils viennent d'une autre culture, ils voient tout de suite ce qui déconne dans notre société. Bah, t'as tout pigé. C'est exactement ça. C'est Singa, c'est que le regard de quelqu'un qui n'est pas dans le tour de table au début, qu'on invite à la table, ce regard est différent. Il va venir dénouer un problème qui était un problème qu'on n'arrivait pas à régler ou qu'on ne voyait pas. Et c'est en cela que on peut faire un lien entre innovation et migration très souvent. Et puis le troisième effet, je t'en ai parlé au début, c'est que par tout ça, le fait qu'on crée des entreprises, que tu vas avoir un boulanger kurde qui reprend une boulangerie qui allait fermer dans telle commune, que tu vas avoir une entreprise... oui, mais voilà, vive les croissants kurdes. En fait, je sais même pas si c'est bon ou pas, hein, et une entreprise qui va régler et apporter une solution. Eh ben, la vision de la migration change. Ça, c'est pour l'incubation. Pour J'accueille, alors tu as parlé de Comme à la maison, ça on a rebaptisé, ça s'appelle J'accueille. J'accueille est devenu une association autonome, powered by Singa, comme on dit, c'était une innovation Singa qui a pris son autonomie, dont je suis le président aussi, donc je vais parler de ce que je connais quand même. J'accueille s'est beaucoup développé en France autour de l'hébergement de longue durée, des colocations assez longues, pas des colocations d'ailleurs, des l'hébergement de longue durée, des cohabitations de 3 mois à 1 an chez des citoyens qui veulent accueillir, qui ont une chambre de libre, une chambre dans laquelle la personne peut avoir une vraie vie privée, mais en partageant la vie d'un foyer en commun. L'idée est d'accélérer l'inclusion par le fait d'immerger un nouvel arrivant dans un environnement qui est celui d'une personne qui habite en France et qui va, en quelque sorte, lui prêter son capital social, c'est-à-dire ses relations, son réseau, ses connaissances, ses amis. Pour apprendre le français, ça va 10 fois plus vite. Exactement. Et les impacts sont absolument incroyables sur les trajectoires emploi et les trajectoires logement. Les gens trouvent plus facilement du boulot, trouvent plus facilement un logement autonome à l'issue. Bref, ça accélère l'inclusion. Et le troisième métier, c'est ce qu'on appelle nos activités partagées communautaires. Alors communautaire au sens de la communauté Singa. Tu l'as dit, ça peut être des musées, du sport, de l'apprentissage de la langue, du mentorat. C'est des activités bénévoles où des citoyens locaux et des nouveaux arrivants mettent en commun se retrouvent et font des choses en commun. Et là, on a eu une mesure de l'impact qui a été fait par un de nos chapitres. On appelle, nous, les antennes, on les appelle des chapitres chez Singa, à Bruxelles, qui a mesuré l'effet sur les nouveaux arrivants et les gains de confiance en soi, les gains de réseaux sociaux, en gros de capital social sont considérables. Ouais. Les gens disent l'autocensure que je pratiquais, la peur que j'avais tombe radicalement. Et de la même manière chez les citoyens en l'occurrence c'est les Bruxellois, sur la confiance en eux, mais aussi la représentation qu'ils avaient des migrations, etc., ça change radicalement. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit tout bêtement que l'intuition qui est celle de Singa, qui a rien ce qui paraît révolutionnaire, mais qui est quand même quelque chose qui aujourd'hui mérite d'être défendu, c'est que le fait de connecter des gens qui se rencontrent et se parlent fait tomber d'innombrables biais. Et fluidifie la société autour de ces personnes-là. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long, mais voilà, les impacts. Non, s'il y a autant de haine, c'est clair. C'est surtout parce qu'on se parle pas, en fait. Et ouais, je reprends quelques stats de votre mesure d'impact. 2/3 des personnes exilées ont repris confiance en elles grâce au programme Singa. 2/3 des personnes locales, donc nous, ont changé de regard sur les personnes exilées grâce à Singa. Et 3/4 se sentent plus utiles à la société, donc c'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, vous avez accompagné, je crois, plus de 2000 entrepreneurs. Avec 80 000 membres, vous avez permis des dizaines de milliers de rencontres. Est-ce que, on en a déjà un peu parlé, mais tu peux aller un peu plus loin sur en quoi une simple rencontre, en fait, entre un nouvel arrivant et un Français, ça peut changer la vie de l'un comme de l'autre?
J'aime bien, moi je fais ça souvent chez Singa, l'étymologie des mots. Exister, c'est être hors de soi. Donc, être hors de soi, ça veut dire que on n'existe qu'à travers la société, en fait, et le fait et le lien. Si on dit que l'homme est un animal social, c'est bien qu'il n'existe en quelque sorte comme être humain qu'en société. Et donc, fondamentalement, c'est le lien, donc la rencontre, qui fait de nous des hommes ou des femmes, des êtres humains. Bon, nous, on commence par des choses aussi simples que ça. Et notre objectif est donc de rompre l'isolement, dans lesquels on se laisse parfois rapidement enfermer. D'ailleurs, quand bien même les opportunités de se connecter avec Internet, les réseaux sociaux, apparaissent en théorie 1000 fois plus nombreuses que celles qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Alors, je te partage une étude que moi j'aime bien citer. Il y a une étude anglaise qui a été faite sur la ville de Sheffield, qui montre qu'entre 1920 ou 25 et maintenant, la liberté qui était laissée aux enfants était de 9 kilomètres pour circuler, et maintenant elle s'est réduite à 300 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans des sociétés dans lesquelles la possibilité de la rencontre tangible, c'est-à-dire toi et moi, pour la première fois, on se parle, on se rencontre, on discute, etc., se réduit alors que on est censé être dans un monde globalisé avec 1001 opportunités. Et tu te rends compte qu'en fait, pour le coup, nos technologies, à travers les algorithmes qui nous envoie des informations, nous propose une rencontre. En fait, la technologie, elle peut nous isoler, nous enfermer dans des communautés qui peuvent être plusieurs communautés, mais dans lesquelles on ne reçoit que l'information qui correspond à ce qu'on aime, ce qu'on veut. Et ce qui donc te met de moins en moins en contact avec l'altérité, c'est-à-dire la différence, celle qui va te pousser à réfléchir, à t'interroger, peut-être parfois un peu provoquer un mouvement de recul, puis d'intérêt, bon voilà. Et donc Singa, c'est ça. C'est qu'en fait on est bêtement une organisation qui prend prétexte de tout pour créer des liens. C'est un peu exagéré. Oui, Alice, elle disait, elle faisait plein de teuf chez elle tout le temps. Mais ouais, mais voilà, c'est. Alors moi, je fais moins de teuf que chez moi qu'Alice parce que on a pas le même âge déjà. Mais c'est ça. Et honnêtement, tout le monde se dit, oui, oh là là, entre étrangers, nouveaux arrivants et locaux, il doit y avoir beaucoup de problèmes. Eh ben, je reprends le programme J'accueille. En fait, on est sur des chiffres qui sont on est sur des cohabitations de 3 mois à 1 an. Donc c'est pas là tu. Oui, c'est un engagement. Ah ouais, c'est un engagement. Sur 1000 matchs, en gros, collocations, et il n'y a que 5 ruptures. Il y a encore des ruptures qui sont, tu vois, avec on dit, les deux se disent, bon, non, ça le fait pas, finalement. Comme alors n'importe quelle colocation étudiante, combien de fois, c'est plus que ça. Je sais pas si c'est du 5 pour 1000. Ce qui veut dire que, bon, nous, on étudie aussi ces tandems ou ces couples. Oui, vous les accompagnez. Ouais, on les accompagne, on décharge la personne qui accueille de tout le travail social, etc., en lui disant, ça, c'est pas votre boulot, il y a un travailleur social, vous concentrez-vous sur le fait d'être un autre normal, charmant ou pas, d'ailleurs, selon les jours, tout le monde a ses humeurs, mais voilà, on vous demande juste de faire ça, et le reste, on s'en occupe. Eh ben, les échecs, et encore si on peut appeler ça échec, je sais pas, parce que nous, on a un engagement vis-à-vis de la personne accueillie, c'est de lui trouver une autre famille, dans ce cas-là. Voilà, c'est 5 pour 1000, donc c'est vraiment que dalle. Ouais. Votre vision chez Singa, tu l'as touché du doigt, c'est pas juste d'intégrer les personnes migrantes, c'est de transformer toute l'image négative qu'on nous bassine sur les personnes migrantes, qui seraient un poids pour la société, qui coûtent cher, qui viennent pour les allocs, etc., et montrer que déjà c'est des vrais humains qui rient, qui ont une famille, des passions, etc. Et donc quand tu deviens pote avec, c'est plus dur de voter pour qu'ils rentrent dans leur pays. Et plus largement, prouver que la migration a une chance pour les deux parties en termes d'emploi, d'innovation, de richesse. Au-delà du niveau individuel, en quoi est-ce que ces dizaines de milliers de rencontres que vous facilitez, ça peut transformer en profondeur l'histoire qu'on se raconte sur la migration collectivement? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, parce que ce que nous observons, c'est qu'à côté de ce que nous faisons,
c'est-à-dire de preuves tangibles, palpables, observables, quantifiables, presque scientifiques des mérites de l'inclusion, à côté des études qui existent, qui sont nombreuses, des travaux d'économistes, de sociologues sur les bénéfices de la migration. Ce débat est dominé par l'irrationnel. Oui, et quand je dis un débat d'idées, il y a un côté, il y a la science, et de l'autre côté... Voilà. Mais violemment dominé par l'irrationnel, jusqu'au sommet de l'État qui va agir lui-même hors la science, hors la raison, hors l'intérêt de la France. Je vais prendre un exemple. On va reprendre une loi immigration alors que la dernière, mais il y a qu'un tiers des décrets de la dernière loi qui date d'1 an qui ont été pris. Ça n'a aucun sens. Et donc on enchaîne comme ça une sorte d'agitation, d'excitation autour de la question migratoire à des fins qui sont seulement électorales. Pardon de faire un peu d'actu, on va dire, mais tu prends le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, probablement un des ministres de l'Intérieur les plus nuls qu'on ait jamais eu, mais on a eu pas mal, mais lui, c'est quand même champion du monde. Il y a une montée du narcotrafic, ça c'est réel, avec une montée de la violence liée au narcotrafic un peu partout en France. T'as la réalité des viols et des féminicides dans ce pays qui est une honte pour ce pays. Tu as une menace terroriste qui demeure. Tu as donc des vrais sujets. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt que d'essayer d'engager un travail de fond sur ces questions-là, il va parler migration. Il va parler migration, d'ailleurs il va faire le tour des fédérations de son parti, les Républicains, parce qu'il est candidat. C'est comme si tu avais que ça à foutre, quoi, pour être le président de son parti, et pour parler migration, juste pour faire commerce de cette question-là. Et le problème, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur, en charge, il a autorité sur la Direction Générale des Étrangers en France, c'est lui qui décide de la baisse de tous les budgets de nos associations sur les missions d'inclusion. C'est lui qui appartient à une famille politique où on te dit vive le travail et vive la famille, mais qui refuse que les demandeurs d'asile travaillent, ce qui permettrait l'inclusion par le travail. C'est-à-dire que la valeur qu'il juge essentielle, il la refuse aux étrangers. Si tu la refuses aux étrangers, comment cela s'appelle-t-il? De la xénophobie. Et la famille, qui est une valeur aussi pour Monsieur Retailleau centrale, il ne parle que de ça, il refuse le regroupement familial pour les étrangers, c'est-à-dire la possibilité de trouver une stabilité grâce au fait que on est près des siens, il leur refuse aux étrangers. Si tu dis que c'est une valeur centrale pour la société, mais que tu la refuses aux étrangers, là encore, ça s'appelle comment? De la xénophobie. Donc on voit bien qu'on a des gens qui agissent en dépit de la raison. Je reprends une formule de François Héran, là, qui est au Collège de France et à l'Institut Convergence Migration, régulièrement fait des conférences sur les réalités migratoires, et c'est lui qui dit, sur les migrations, nous subissons dans les médias, de la part des politiques, toutes les semaines des attentats à la raison. Et c'est exactement ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça? Continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'à l'échelle micro, on parvient quand même à casser des mythes. On fait tomber des idées reçues. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver en se disant bon, je vais faire du mentorat chez Singa pour des réfugiés, qui vont arriver avec une forme de générosité, mais aussi des bons gros préjugés quand même. Ouais. Ils sont pas hostiles aux migrations, ou alors ils vous diront oui, bon, je fais ça parce que celui-là il est un entrepreneur, il est méritant, mais les autres j'en veux pas. Il y en a qui peuvent dire ça au fond. Ouais. Hein. Chez Singa, ça les transforme. Ça les transforme pas parce qu'on leur fait on les met sous des perfs d'interculturalité ou qu'on les gave de je sais pas quoi. C'est que la rencontre les transforme. Et c'est ça qui est génial. Mais aussi quoi? Les préjugés des nouveaux arrivants. Parce que aussi, ils arrivent avec des biais et des préjugés. Vous avez des gens qui ont des préjugés sur la question des femmes. Vous avez des gens qui ont des préjugés sur plus globalement le fonctionnement et les valeurs des sociétés occidentales. Et voilà. Et donc nous, on essaye de valoriser ça. Alors, on va insister cette année, pour faire une réponse très contemporaine à ta question, on va mettre l'accent cette année, dans les années à venir, sur les ambassadeurs nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on veut que sur les migrations, les personnes migrantes puissent parler, qu'elles aient accès à l'espace public. Ouais. Parce que tu observeras que le débat sur l'immigration est un débat qui se fait systématiquement sans les principaux concernés, qui sont invités de nulle part. Tu peux avoir sur toutes les chaînes de télévision, tu vas parler d'immigration, jamais
sans les gens qui sont concernés et qui ont quand même un peu leur mot à dire, comme sur la question de l'accès au travail, tout ce qu'on dit d'eux, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, tu vois. Ouais, et donc voilà, on va beaucoup travailler sur ces questions-là. Pardon, j'ai été très long, mais bon. Mais ouais, j'aime beaucoup cette phrase de toi. Si la France t'avait inclure, il n'y aurait pas cette fixette sur l'immigration. Et je trouve que ça résume assez bien. Est-ce que tu aurais des anecdotes de toi, ton expérience chez Singa, à nous raconter sur une personne migrante que tu as rencontrée chez Singa ou sur l'impact que votre travail a pu avoir, ou sur un Français d'ailleurs que tu as rencontré chez Singa? J'étais assisté à la dernière promotion d'entreprise qu'on a mis en exergue à Berlin, parce qu'on a un très beau programme à Berlin. Et j'étais très frappé par le fait que les 6 entreprises créées étaient toutes à vocation écolo ou sociale. Elles cherchaient toute l'utilité. Tu avais un entrepreneur congolais qui avait inventé un système qui permettait de recycler les eaux usées des douches pour qu'ils aillent dans les chasses d'eau et faire des économies d'eau, etc. Qu'avec un système, il était ingénieur, il avait fait ça, c'était formidable. Mais son système était déjà vendu, ils avaient déjà du chiffre d'affaires. Et donc, il y en avait plein d'autres comme ça. Et ce que je retiens, c'est ça. Vraiment, c'est que les entrepreneurs réfugiés ou nouveaux arrivants, la part de ceux que nous accompagnons et qui cherchent à proposer des bénéfices collectifs au sens faire du bien, étymologiquement bénéfice, ils sont nombreux, quoi. Et c'est ça qui je trouve est assez formidable chez Singa et qui moi me remotive toutes les semaines, quoi. Donc voilà, mon anecdote c'est ça, c'est comme assister à une soirée Singa entrepreneur, c'est toujours un grand moment d'inspiration. C'est-à-dire si tu te fais Trump au petit-déj, Poutine à midi et Netanyahou le soir, fais-toi un peu de Singa le lendemain, ça te remet ouais, puis toi, je trouve ça génial en fait que t'as réussi à mettre l'ESS, il y avait déjà l'ESS, mais à réconcilier cette casquette aussi d'ancien ministre de l'ESS dans ce nouveau projet qui en fait parle beaucoup plus d'économie sociale et solidaire que absolument presque autant que de migration, quoi. Et toi, personnellement, pourquoi ça te tient à cœur de faire tout ça? Parce que je pense que c'est une ligne de fracture de nos sociétés. C'est la question du rapport aux étrangers, à l'immigration, et cette ligne sur laquelle se fracassent ou peuvent se fracasser les démocraties. Et pourquoi ça te touche, toi? Pourquoi ça me touche moi? Oui. Désolé, parce que parce que je me sens une responsabilité comme être humain. Je vais prendre un exemple très concret. J'écoute là, on va relancer le débat à côté de l'immigration. Il y a le marronnier des politiques qui ont rien à dire et rien à faire. C'est l'identité nationale. Donc merci, on relance le débat sur l'identité nationale. Et les gens vont te dire, et à toi et à moi, oui, l'identité française. Mais personne n'est d'accord sur ce sujet. On la fixe où? C'est à quel moment? On est où? C'est Descartes ou c'est les surréalistes? C'est La Fontaine ou Aragon? Je sais pas moi. C'est où l'identité? Et on voit bien, on revient à notre discussion que c'est tout ça à la fois. Et donc il y a cette obsession fixiste qui consiste à dire on va la mettre là, l'identité nationale. Ça permettrait d'exclure ce qui en fait pas partie, quoi. Eh ben oui, mais moi je me sens pas partie prenante de cette obsession-là. Et donc tout l'enjeu pour nous, il est par exemple de dire et si nos modes de vie à nous Français, depuis au moins plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles si on pense à la République, c'était pas un attachement viscéral, quelles que soient nos opinions politiques, à un haut niveau de service public, à un haut niveau de protection sociale, à une santé gratuite. Est-ce que c'est pas ça un peu aussi ce qui fait que, par exemple, tu habites en haut des Pyrénées, tu vas payer ton kilowattheure d'électricité au même prix que celui qui est dans la vallée, alors que pour acheminer avec les pylônes l'électricité en haut, c'est coûte plus cher, c'est l'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas autour de ça quelque chose qui nous unit? Et si c'est ça qui nous unit, en quoi les Afghans sont-ils responsables de la fermeture d'une école?
En quoi les Algériens sont-ils responsables du fait qu'il y a un hôpital qui ferme et des médecins qui n'exercent plus? On voit bien qu'ils sont pas responsables de ça. Et donc la question, elle est peut-être même de se dire, mais en fait, est-ce que la migration, c'est-à-dire ces gens qui viennent de loin pour cotiser, contribuer, ne peut pas être une solution pour préserver ces modes de vie? Un dernier exemple, tu enlèves les travailleurs étrangers et les cotisations des travailleurs étrangers des systèmes de retraite, eh ben, la question de l'âge légal de départ à la retraite, c'est pas 64 ans, hein. C'est 68, 69, 70 ans peut-être. On est prêt à ça? Bardella, il assume, avec la mère Le Pen, ils assument de dire que la conséquence de leur politique d'expulsion des étrangers, c'est l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de ceux qui votent pour eux. Ça augmenterait à ce point-là Ah bah, je te donne une estimation, parce qu'en fait, tous les économistes valident la thèse, mais personne n'a modélisé ça. En fait, on sait que les travailleurs étrangers sont sur des métiers peu ou pas qualifiés, que tous n'iront pas prendre leur retraite d'ailleurs en France, mais vont cotiser. Ils vont cotiser, et surtout ils vont rester en vie moins longtemps parce que ils sont sur des métiers plus pénibles. Donc en gros, ils ont cotisé toute leur vie, ils coûteront beaucoup moins au système de retraite, et en fait ils sont contributeurs nets au système, c'est-à-dire qu'eux financent la retraite des autres vraiment. Et donc c'est pour ça que si tu les enlèves, ah ben c'est sûr, bam, ça fait exploser l'âge légal de départ pour équilibrer le système. Et donc, je te dis 69, 70, en fait, on sait que tu prendrais 3, 4 ans en plus, mais il y a des économistes qui vont s'y mettre. Moi, j'avais appelé, au moment du débat sur les retraites, Piketty, Zemmour, Michael Zemmour, hein, pas Eric, l'excellent économiste Michael Zemmour, qui n'a rien à voir, d'ailleurs, qui est pas en famille avec Eric, tous avaient dit oui, t'as raison, il faudrait qu'on maintenant fasse tourner les ordis pour voir quel pourrait être le chiffre qu'on met en face. Mais si je te donne une estimation du chiffre, parce que je l'ai pas, le raisonnement est scientifiquement même si c'est 1 ou 2 ans déjà. Aujourd'hui, vous le savez, la haine et la peur de l'étranger explosent, surtout encore plus depuis quelques mois, mais ça date de longtemps, les financements baissent, etc. Il y a plein de pays où le fascisme monte en puissance, et notamment Musk, voilà, et son fameux salut nazi après l'investiture de Trump, où il y a eu un débat ridicule sur le fait que ça n'était pas vraiment un. Et toi, tu m'as fait mourir de rire. T'as publié une story où tu fais un doigt d'honneur à Elon Musk, et tu dis non, c'est pas un doigt d'honneur, en référence à son salut nazi. Tu peux nous raconter comment t'as réagi quand t'as appris qu'Elon Musk avait fait ce salut nazi? Alors j'ai été halluciné. Bon, donc d'abord, on sait que Elon Musk est un nazi et un gros faux d'herche par ailleurs, hein, quand même. Faut le dire. Dans le genre, je fais un salut nazi, mais j'assume pas, je le fais 2 fois, donc on peut dire, oui, Elon Musk est un nazi et un gros faux cul. Donc c'est toujours utile à savoir. Toujours pareil chez ces mecs-là. Donc voilà, c'est la première information. J'étais chez Singa et j'avais très envie de lui faire ce que j'ai fait, et j'en ai parlé avec la directrice de la communication, et j'y reviens, chez Singa, qui a rigolé à l'idée, même si elle était s'est dit oh là, quoi il nous emmerde. Tout ça va peut-être un peu nous emmener sur des terrains mouvants, mais je l'ai fait à titre perso, hein. J'ai pas brandé le truc Singa. Oui. C'est ma liberté, en gros c'est aussi ma possibilité des fois de le faire, et voilà. En fait, j'avais pensé, tu sais, à la fameuse ceci n'est pas une pipe. Ouais, ceci n'est pas une pipe, que j'avais utilisé d'ailleurs aussi en disant voilà, encore que là c'est une métaphore artistique, ça n'a rien à voir avec le salut nazi, mais je voulais un peu tourner en ridicule, surtout je veux dire les trésors de conneries entendus sur CNews pour nous expliquer que c'était pas un salut nazi. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on reconnaît les fachos à tous ceux qui ne savent pas reconnaître un salut nazi. Donc merci Pascal Praud d'avoir démontré qu'il était lui aussi un type qui était capable de dire l'antisémitisme c'est grave, mais ne pas reconnaître un type qui est ouvertement un antisémite et fait des saluts nazis. Ce qui enlève un tout petit peu d'authenticité à ces cris d'orfraie pour dénoncer l'antisémitisme en France. Si on ne sait pas reconnaître un salut nazi, qu'il faut convoquer Johann Chapoutot, qui est un des spécialistes du nazisme, pour bien nous montrer que c'est un salut nazi, on en est là quand même. Johann Chapoutot qui a dû faire des vidéos pour dire ça, je vous garantis que ça peut pas être grand chose d'autre qu'un salut nazi. C'est le grand spécialiste du nazisme qui est obligé de valider ce que tout le monde a vu. Donc moi je lui ai fait un doigt parce que tout le monde a vu que c'était un doigt en disant c'est pas un doigt. Et évidemment ça a bien fait rire tout le monde parce que
En fait, ce niveau d'hypocrisie m'insupporte. Voilà, donc je le redis, Elon Musk est donc un nazi et un faux cul. Est-ce que tu aurais un message pour celles et ceux qui nous écoutent qui sont révoltés par la montée du racisme et des discours fascistes et qui veulent faire quelque chose? J'ai envie de parler aux autres aussi. Je veux dire, je vois des gamins qui sont fans de Bardella. Ouais. Quand demain Bardella, comme tous ceux qui sont d'extrême droite, mettra en place des politiques dans lesquelles, par exemple, pour des associations, on financera ces associations en fonction du nombre de blancs, du nombre de Français qu'il y a dedans, et qu'on exclura les autres. Ça veut dire que des gens qui le connaissent, on est 45% des Français ont autour d'eux, dans leur famille, ou sont d'origine étrangère eux-mêmes, ou quelqu'un de la famille qui est un beau-frère, quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et donc, quand on va comprendre que dans nos familles va être introduite par des politiques publiques, des discriminations, des divisions, j'espère que ça fera évoluer certains, parce que je veux dire, se foutre de la gomina dans les cheveux et avoir des beaux costards bien ajustés et tout fit, et bon, ça fait pas des dirigeants politiques, quoi. On vaut mieux que ça, quoi, les amis. On vaut mieux que ça. Respectez-vous, quoi. Moi, j'ai pas du tout vis-à-vis des nouvelles générations la condescendance des anciens qui disent oh là là, c'était mieux à notre époque. Pas du tout. Moi, je suis fasciné par la façon dont les nouvelles générations arrivent à être créatives avec les opportunités qu'elles ont autour d'eux. Elles nous stimulent, voire même elles nous désarçonnent. Et donc moi je trouve ça, mais ça doit être fait au service de la connaissance, pas de l'ignorance. Et Bardella, c'est comme Le Pen, sont les maîtres de l'ignorance. Vous valez mieux que ça, quoi. Je veux dire, débarrassez-vous de ces abrutis qui vous prennent pour des cons, quoi. Et pour ceux qui ont envie d'agir, moi j'ai vu qu'à Lyon, vous proposiez plein d'activités de discussion, peinture, sport. Il y a les agendas sur les sites de Singa. Moi, ça m'a donné envie d'en faire. En France, je crois que vous êtes à Lille, Bordeaux, Grenoble, Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg et Nantes, si je dis pas de bêtises. Alors, on n'est plus à Grenoble. On est à Lille, Paris, Nantes, Lyon, Strasbourg, Marseille, bientôt à Rouen, Bordeaux, et je crois que j'ai tout dit, et Toulouse. Oui, pardon, j'oublie Toulouse. Et donc voilà, ce sont les villes dans lesquelles nous sommes. Et si il y a des transfrontaliers, on est aussi à Genève, à Zurich, à Bruxelles, à Luxembourg, à Berlin, bientôt à Düsseldorf, à Barcelone, j'espère à Madrid aussi. Sous 1 ou 2 ans, parce qu'on voit qu'en Espagne, par exemple, il y a des politiques publiques migratoires favorables à l'inclusion des nouveaux arrivants, et ils font 2 fois plus de croissance du PIB. Alors, je suis pas un obsédé de croissance du PIB, mais je note quand même que économiquement, ça va mieux. Donc, voilà, c'est tout. Trop bien. Merci beaucoup, Noël. Je me suis régalé. Merci à toi. Si vous voulez agir face à la peur des étrangers, rendez-vous sur wearesinga.org pour participer à une activité Singa près de chez vous ou leur faire un don. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Benoît Hamon, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément. Merci Benoît, ciao tout le monde. Merci Pierre, ciao, salut. À dimanche prochain.